On est des produits et on est aussi un système marketing. Et ce qui est important quand tu crées du contenu, c'est réussir à le faire valoir par rapport à tes expériences que tu as vécues. TikTok a pété pendant le confinement. Je voulais monter à l'époque une agence de mannequinat hors norme. À quel moment tu t'es dit, là c'est assez sérieux sur les réseaux, je peux basculer à 100% sur cette activité? Je me dis en fait, je n'ai pas le courage à ce moment-là de devoir accepter d'être en bas de l'échelle à faire des tâches de merde. Si tu veux 5 conseils pour quelque chose, tu vas sur ChatGPT, tu les as en 5 secondes. Et mon but c'était juste avoir un nouveau numéro de téléphone par jour. Moi j'ai eu une grosse baisse de statistiques par rapport à ça. Donc qui dit baisse de statistiques, baisse de business et baisse de revenus. Je pense est un des plus gros projets de ta vie. Est-ce que tu peux expliquer ce projet autour de Shein? Oui. Bienvenue sur Influence Libre, le podcast où on parle en toute liberté des influenceurs et de l'influence. Ici, on reçoit des créateurs et créatrices de contenu qui vivent ou essayent de vivre des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je reçois Claire Latour, créatrice de contenu engagée, artiste multicasquette, qui cumule à elle seule plus de 700 000 abonnés sur les réseaux sociaux. On va revenir sur son parcours, ses accomplissements, ses échecs et ce que personne ne te dit sur l'influence. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, super. Je suis trop content de te recevoir aujourd'hui. Pour être honnête, on se connaît déjà puisque j'ai été ton agent pendant un peu moins d'un an. Donc c'est trop cool parce que je connais ton parcours, il y a plein de choses intéressantes à dire. Je t'ai présenté comme une artiste multicasquette parce que j'ai un peu de mal à te définir. Est-ce que tu peux un petit peu tout m'expliquer, ce que tu fais dans ta vie, au-delà de la création de contenu? Alors oui, moi-même j'ai un peu de mal à me définir parfois, donc en vrai c'est cool que tu dises ça parce que je trouve que ça correspond plutôt bien. Donc du coup je suis créatrice de contenu, c'est mon métier à temps plein depuis 2018, donc ça fait un petit moment maintenant. Et à côté je suis aussi actrice, plutôt en fiction du coup, je suis de la fiction. Et je suis aussi auteure, j'ai écrit un livre, j'ai co-écrit aussi, incarné un documentaire pour France Télévisions pour dénoncer les pratiques de Shein. Et voilà, je fais pas mal de choses, mais tout ce qui touche à l'art, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Incroyable. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que tu pars sur autant de secteurs dans le milieu artistique? Est-ce que c'est parce que tu avais pour ambition plein de projets et tu te dis ok, je veux juste tous les remplir parce que tout me passionne? Est-ce que tu te cherches encore un petit peu? C'est quoi qui fait que tu vas sur tous ces secteurs en même temps? Moi, ma motivation, c'est un peu bizarre, mais en gros, je me dis toujours, j'ai envie que la petite fille que j'étais, qui avait plein de rêves, j'ai envie de les réaliser tous un par un. Qu'est-ce que j'avais envie quand j'étais petite, qui sont encore des envies que j'ai en étant adulte. Et en fait, c'est ça qui est ma motivation dans ma vie. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire 1000 choses, c'est parce qu'en fait, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. J'aime faire 1000 choses. Je pense que c'est aussi peut-être un peu ce truc de se chercher, mais plus au-delà de se chercher, c'est plus se construire. Je pense qu'on évolue toute sa vie, donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien toucher à tout. Mais le truc commun, c'est l'art. J'ai vraiment une passion pour l'art. Je consomme beaucoup. J'aime regarder toutes sortes d'arts différents. J'écoute énormément de musique, par exemple. Je regarde énormément de films. Et j'adore l'art et je pense que c'est vraiment ma motivation dans la vie. Donc, incroyable. En parlant de construction, du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière et m'expliquer comment tout a commencé pour toi? Comment tu t'es lancé sur les réseaux? Est-ce que c'est une vidéo qui a buzzé et qui a tout lancé? Est-ce que tu avais déjà une stratégie? Est-ce que tu faisais le même contenu avant que maintenant? Voilà, pour revoir un petit peu toute l'histoire de ton compte, la création de contenu et comment t'en es arrivé à tout ça maintenant. Alors moi j'ai commencé avant Insta, etc. Parce qu'en fait j'avais un blog que j'ai commencé quand j'étais hyper jeune, j'étais en 4e je crois, ou en 3e. Et c'était l'époque un peu, je sais pas si tu vois qui c'est, Chiara Ferragni. Oui. The Blonde Salade, le blog de Betty. Donc c'était vraiment les trucs, là on remonte, tu vois. Et il y avait un site qui s'appelait Hello Coton, qui était un espèce de curateur de blog qui répertoriait les derniers articles qui étaient sortis sur les blogs de plein de personnes. Et moi, j'ai vraiment commencé à cette époque-là. J'ai fait un premier blog que j'avais avec des copines de l'époque. Et ensuite, j'ai fait mon blog Claire Latour, qui a été le début de cet enchaînement où, en fait, après de mon blog, j'ai créé mon compte Insta. Puis quand il y a eu l'avènement de TikTok, j'ai créé mon compte TikTok. J'avais déjà Snapchat, j'ai repris quand ça s'est remis un peu dans l'actualité. Et en fait, j'ai vraiment évolué avec les réseaux sociaux. Et pour répondre à la question de qu'est-ce qui a fait que, entre guillemets, j'ai buzzé un peu plus à un moment qu'à un autre. Alors, il y a eu 2 vagues dont je me souviens. Il y avait une vague en 2018 où mon compte Instagram marchait très très bien. Et je faisais surtout des posts photos avec des looks assez punchy, avec pas mal de couleurs ou des pièces un petit peu qui sortaient du commun. Donc ça m'avait aidé pas mal à gagner pas mal d'abonnés à ce moment-là. Et l'autre moment, ça a été quand j'ai créé un challenge qui s'appelle Objectif Glow Up, que j'ai lancé sur TikTok de base un petit peu comme ça, par hasard. C'était un challenge de 30 jours où j'aidais en fait des femmes à gagner confiance en elles et à s'affirmer par leur style et avec des conseils de mode et de beauté. Et c'était en 2020. Et ça, j'ai pris, je crois, 300 000 abonnés sur TikTok en... Je sais plus exactement, mais je pense qu'en moins de 5 mois, un truc comme ça. C'était pendant le Covid ?
Non, c'était avant. Attends, est-ce que c'était pendant le Covid? TikTok a pété pendant le confinement. Je crois que c'était après les confinements, ça c'est sûr. Ok. C'était après les confinements. Je crois que c'était en automne 2020, il me semble. Ok. Et donc du coup, ouais. quand tu parles de blog, est-ce que c'était sur Skyblog? Non, alors j'avais un blog ça. d'ailleurs mon pseudo c'était Electra94 MDR. Wow. Les plus jeunes n'auront pas la ref. Ah ouais, ils n'auront pas la ref. Mais donc j'avais un Skyblog, mais c'est pas ça qui m'a lancé. Moi, c'était vraiment quand j'ai lancé mon blog Claire Latour, il s'appelait. D'accord. Parce que je me dis au moins je me lasserai pas, c'est mon nom, mon prénom et voilà. Donc du coup, tu as commencé par des contenus mode et du contenu plus, on va dire, dev perso avec ce challenge-là que tu as lancé. Sur TikTok, ouais, mais sur le blog, c'était vraiment mode beauté. Principalement beauté d'ailleurs, et c'est vraiment quand j'ai commencé TikTok, en fait j'étais passionnée de développement personnel, je lisais énormément de bouquins, et du coup je me suis dit j'ai envie de mixer toutes mes passions en faisant un challenge pour aider les femmes plutôt à se sentir mieux. Et ça a marché. Et ça a super bien marché, ouais. À ce moment-là, tu travaillais, tu étais étudiante, c'était quoi un peu ton parcours à côté des réseaux et de la création de contenu? Tu faisais quoi? Alors j'étais en école de commerce, j'ai fait un master en double diplôme avec un MSc en marketing international et développement d'entreprise. Et en fait après je voulais monter à l'époque une agence de mannequinat hors norme parce que je trouvais que le milieu de l'industrie du mannequinat était hyper limitant dans les profils qu'ils choisissaient. Et moi, j'avais été modèle photo un peu plus jeune et je m'étais très vite heurtée à ces discriminations, des choses comme ça. Bon, moi, je suis petite, donc par exemple, je savais très bien que par exemple, le mannequinat, c'était pas possible pour moi. Mais il y avait aussi, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de discrimination au sens plus large. Et je voyais des agences à Londres, comme l'agence Wanted, à l'époque, qui me faisaient rêver, où ils prenaient des mannequins qui avaient du vitiligo, par exemple. Complètement. Des plus size aussi. Exactement. Et c'était ça que je voulais lancer en France, qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'était vraiment mon but, je m'étais dit je vais casser l'industrie, je vais un petit peu changer les trucs et tout. Et donc bref, j'ai eu mon master d'école de commerce, j'ai été prise en stage de fin d'études dans une agence de mannequinat à Bruxelles. Et très vite, j'ai été embauchée en fait dans une agence de mannequinat directement à la fin de mon stage à Paris. Et alors là, je suis tombée dans une des plus grosses agences à Paris, trop bien comme première expérience de CDI. Et j'ai un peu déchanté parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le milieu de l'industrie du mannequinat, bon, on le savait, mais pas de grosse découverte, mais c'était vraiment un milieu pourri. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, je n'ai pas le courage à ce moment-là de prendre ce temps de devoir accepter d'être en bas de l'échelle, à faire des tâches de merde, à être traité n'importe comment, pour pouvoir atteindre cet objectif de créer une agence de mannequinat. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas. Parce que psychologiquement, et ça allait trop à l'encontre de mes valeurs. Et du coup, j'ai préféré arrêter. Et j'avais ces réseaux sociaux qui commençaient à bien marcher. Et je me suis dit, le mannequinat, c'est un truc que j'oublierai jamais et que je pense qui est toujours dans mes projets éventuels. J'ai toujours ça en tête. Je pense que ça partira pas. et je me suis dit, c'est peut-être juste pas le moment. Mais par contre, là, les réseaux sociaux, c'est le moment. Ça commence à bien marcher. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai tout lâché. J'ai quitté mon CDI. Et du coup, je me suis mis à temps plein pour faire de l'influence. Génial. Quand tu as dit bien marcher, qu'est-ce que tu entends par bien marcher? C'était un moment où tu étais en croissance sur ton compte, tu avais déjà de la rémunération qui venait, j'imagine, des vues, des collaborations avec des marques. Comment ça se passait à ce moment-là pour définir ce mot bien marché? Et à quel moment tu t'es dit, OK, là c'est assez sérieux sur les réseaux, je peux basculer à 100% sur cette activité? Bon, en vrai, c'était un peu un pari, parce que ça marchait, mais pas tant que ça, parce que j'avais pas d'argent. Donc ça marchait bien, j'avais des bonnes stats, mais j'avais pas trop de collaboration, quoi. Je devais avoir 200, 300 euros par mois max avec l'influence, donc bien marché, non. Et je m'étais dit, bon, je peux avoir le chômage pendant 2-3 mois après mon CD. Donc je me suis dit, écoute Claire, tu vas t'y mettre à fond, tu te laisses 6 mois, si dans 6 mois t'as pas d'argent, tu recherches un CDI et tu vas te calmer un petit peu. Et je me suis dit, 6 mois, mais 6 mois par contre, tu y vas à fond. Je me suis fait un media kit, j'ai commencé à poster tous les jours, etc. J'ai contacté je sais pas combien de personnes par mail en mode coucou, je suis là, je faisais tous les événements, je débarquais des marques, des agences, je me suis présentée beaucoup aux agences qui me connaissaient pas forcément et j'ai commencé à avoir énormément d'invitations pour des événements et je faisais tous les événements auxquels on m'a inventé. Les sorties de restaurants, nouveaux produits d'une marque, etc. Je faisais tous les événements. Mon but c'était d'être visible et d'être visible par un max d'agences, par un max de marques. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois et grâce à ça en fait mon compte a décollé. Ah bah ouais. Et c'est vrai que ce côté événement, il est très important, surtout à ton époque, puisqu'en fait, on a commencé l'influence à la même époque, chacun d'un côté différent du métier, moi en tant qu'agent. En 2018 aussi, du coup, t'as commencé ? Non, j'ai commencé en 2019. Ok, 2019, quasiment la même période. Et c'est vrai que maintenant, pour collaborer avec des marques, pour connaître du monde, en vrai, les mails se suffisent, le milieu, c'est beaucoup structuré. Mais à l'époque, en fait, si on ne te connaissait pas physiquement et si on ne t'identifiait pas, tu n'avais pas de business. C'était assez compliqué. Et moi, c'était la même strate que toi quand j'ai commencé, que je suis arrivé à Paris.
tous les soirs, j'étais en event. Ouais, tous les soirs. Et mon but... Ah, mais c'est sûr, on s'est sûrement croisés à l'époque. Ouais. Et mon but, c'était juste avoir un nouveau numéro de téléphone par jour. Ouais, c'est ça, être visible. Quoi. Et être visible, qu'on m'identifie, faire monter mon carnet d'adresses. Et c'est comme ça que le business commençait pour nous. Alors maintenant, ça a quand même beaucoup changé, même si c'était toujours important de se montrer. Mais c'est vrai que c'était une époque qui était particulière, et surtout un milieu qui n'était pas construit. Ouais. C'était le début, donc tu n'avais pas trop de règles. Il n'y avait rien, pas de loi. Pas de loi, c'était pas encadré. Et surtout, c'était compliqué de connaître les règles du jeu. Et moi, là où j'avais très vite compris, de toute façon, les règles du jeu dans quasiment tous les milieux, c'est le réseau. Donc je m'étais dit, si je suis pas visible et que j'ai pas de réseau, ça va pas marcher. Ouais. Donc mes premiers objectifs, c'était être visible et me développer un réseau. Et ça a marché. Et en même temps, évidemment, créer avec ma communauté, mais ça, c'était quelque chose que je savais déjà faire parce que j'avais déjà réussi à fédérer avec un blog. Et je sais que, moi, mon but, c'était juste de délivrer de la valeur, du contenu de qualité. Et une fois que je faisais ça et que je savais que je le faisais avec une fréquence, je m'étais dit, la partie plus business, c'était vraiment le côté réseau et être visible. Sur la partie communauté, justement, est-ce que tu avais une stratégie de contenu ? Tu avais des formats que tu répétais et tu avais une stratégie édito ? Ouais. Est-ce que tu allais un peu en mode freestyle ? Tu postais tous les jours ? Comment ça se passait à cette période ? Et est-ce que d'ailleurs c'est toujours pareil maintenant pour toi ? Alors, je postais tous les jours et c'est un truc que j'essaie de garder, d'avoir une fréquence. Alors, je poste pas forcément tous les jours, mais j'essaie de poster au maximum. Pas trop non plus. Alors, il y a un moment où j'ai jamais saturé avec 10 vidéos par jour, mais il y a un moment où je faisais faire 2-3 vidéos par jour. J'avais pas forcément de règles. Et j'avais du coup mon challenge Objectif Glow Up où je réexploitais le format qui marchait bien, où j'ai fait Objectif Glow Up 1, 2, 3, etc. Jusqu'à saturation, que j'ai senti que là, j'avais atteint un palier où j'avais plus grand chose à dire sur ce concept-là avec ce nom-là, et donc il fallait le faire évoluer. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai fait, et j'avais en fait pas vraiment de stratégie. En fait, c'était juste, je me levais, je me disais tiens, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça. Du coup, je vais faire une vidéo là-dessus. Et comme c'était mon métier à temps plein, j'avais le temps et cette liberté aussi de me dire je peux me lever le matin et réfléchir à un contenu pour la journée. Parce que j'étais pas en CDI. Si j'étais en CDI, je pouvais pas. J'étais obligée d'avoir une stratégie, de penser un peu plus en avance quel contenu j'ai créé, parce que sinon tu peux pas, quoi. Complètement. Moi, tu vois, c'est un truc que je recommande à toutes les personnes que j'accompagne dans la formation, surtout pour ceux qui travaillent à côté, justement. C'est d'avoir déjà une stratégie de contenu pour savoir exactement ce que tu as à tourner et ce que tu as à faire, pour que ce soit clair, pour du coup gagner du temps, avoir de l'avance, avoir au moins une semaine d'avance sur les contenus, parce que s'il y a un moment où tu es malade, t'as 3 boutons sur la tête que t'as pas envie de te filmer, du coup t'as de l'avance et tu peux garder ta régularité et ça bouscule pas l'algo. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'essaie vraiment de recommander au max, parce que tout le monde n'avait pas, comme toi à ce moment-là, la possibilité d'avoir la journée entière pour créer. Donc, et par rapport à ta communauté, t'en parlais juste avant, est-ce qu'il y a des choses qui sont hyper importantes pour toi, ou des choses vraiment toi que ta communauté ne voit pas, parce que soit tu décides de ne pas leur en parler, soit ne pas le monter dans ton contenu? Est-ce qu'il y a un truc comme ça que les gens ne savent pas de toi, que tu montres pas? Je pense que de ce que je peux moi-même analyser, ou mes amis voient, je pense que c'est le côté un peu folle. Je sais que je suis... j'espère que je suis drôle en vrai, mais je pense qu'un petit peu quand même, on me dit souvent, ça va. J'espère, ça se trouve c'est faux. Donc je pense que c'est un truc que je me montre... Peut-être que parfois, je suis un peu trop sérieuse, je pense, sur mes réseaux. C'est un truc que je montre pas beaucoup, alors qu'en vrai, je suis quelqu'un, pareil, j'étais une grosse fêtarde avant pendant des années. C'est un truc que j'ai pas forcément mis énormément en avant, quoique les événements au début, j'étais quand même... T'es restée jusqu'à la fin. Ouais, je restais jusqu'à la fin en général. Mais je pense que c'est peut-être dans la totalité de ma personnalité, ou des trucs... Mais sinon, globalement, franchement, je suis hyper transparente. Par exemple, tout ce qui est mes valeurs, mes engagements politiques, c'est des trucs que je mets en avant. J'ai pas peur de dire ce que je soutiens ou autre. Et non, franchement, je pense que je suis assez fidèle. Enfin, j'ai jamais eu de... On m'a toujours dit que j'étais pareil que sur les réseaux. Donc du coup, voilà. Pour le coup, moi, je confirme, te connaissant aussi un petit peu et en ayant bossé ensemble, je le confirme. Et justement, ce côté valeur et politique, tu l'as vraiment défendu. Et nous, on s'est connus à un moment en plus où tu étais en plein dans la promotion d'un projet qui, je pense, est un des plus gros projets de ta vie. Est-ce que tu peux expliquer ce projet autour de Shein ? Oui. Alors en fait, j'ai été contactée en 2022 par une journaliste qui m'a approchée après que j'ai fait une vidéo pour annoncer que je ne souhaitais plus collaborer avec des marques comme Shein, l'ultra fast fashion. Ce que tu avais fait dans le passé. Ce que j'avais fait dans le passé, donc jamais en collaboration rémunérée, mais j'avais fait du gifting avec eux, je sais plus combien de fois, mais je crois 7-8. Chaque fois je dis 7-8 parce que je pense que c'est à peu près le nombre de collaborations que j'ai fait avec eux. Et pendant le confinement, moi, j'avais eu un peu un déclic de me dire il y a trop de vêtements, les vêtements que j'avais reçus, ils tiennent pas dans le... Enfin, j'ai vu un peu un déclic, je m'étais informée, j'avais regardé des documentaires sur les conditions de travail des employés, etc. Et j'avais décidé de faire un tournant. Je m'étais dit, si je fais pas une vidéo publique,
et ben en fait, j'arriverais peut-être pas. Je pense que je serais arrivée finalement, mais j'arriverais peut-être pas à moi-même faire le cap de vraiment arrêter. Et le fait pour moi de déclarer publiquement, c'était comme si j'avais un contrat signé avec ma communauté, de me dire, comme moi, je suis quelqu'un où j'ai qu'une parole et la confiance que ma communauté a en moi est hyper importante. Je savais que si je le déclarais publiquement, il n'y aurait pas de retour en arrière. Donc du coup, ça a été ma façon à moi un peu de m'auto-manipuler, de me dire bah c'est bon Claire, t'arrêtes, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc la journaliste a repéré cette vidéo, elle m'a approchée. Moi en général, à l'époque, j'étais un peu frileuse des journalistes parce qu'il y avait un petit peu des conflits en 2020, etc. Journalistes versus influenceurs. Les influenceurs n'étaient pas très appréciés des journalistes. Même moi, j'en ai été victime. Je raconterai l'histoire, même moi, j'ai été victime de ça. Ah ouais, mais c'est fou. Avant, il y avait vraiment une espèce de guéguerre qui n'est plus trop présente, je trouve d'ailleurs maintenant. Ça va mieux. Ça va mieux, mais c'était compliqué avant. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, je vais pas répondre de flemme. Enfin, sans aucun mépris pour le métier de journaliste, parce que moi, j'ai plein d'amis maintenant qui sont journalistes dans mon entourage. Mais c'est vrai que j'avais un peu une peur de pourquoi tu viens me contacter. Et puis je sais pas pourquoi j'avais ce mail, il me restait dans la tête toute la journée. Je me dis tiens, donc je vais répondre par curiosité parce que je suis curieuse, donc je vais voir. Donc je lui réponds, j'ai dit bah écoute, si tu veux, on va se prendre un café, tu me parles de ton projet. Parce qu'elle m'avait juste dit elle travaillait sur un projet sur la mode. Et je m'étais dit ok, c'est sur Shein. Et je m'étais dit ils vont me mal me présenter, me dire etc. Pas faire attention à comment j'ai voulu évoluer. Et bon, je suis quand même allée prendre un café avec elle. Et puis là, j'ai eu un petit coup de cœur. On a eu un petit coup de cœur, je pense, mutuel sur nos profils respectifs. Et en fait, elle m'a proposé de participer à un documentaire enquête où, à la base, je devais juste témoigner de mon arrêt de collaborer avec cette marque et pourquoi j'avais décidé ça. Et finalement, on s'est revus et elle m'a dit écoute, j'ai envie de te proposer un plus gros projet. Est-ce que ça te dirait qu'on enquête sur la marque ? Et je me suis dit, mais let's go, c'est trop cool. J'ai trop envie de faire ça. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, franchement, il y a un vrai truc à faire. Et c'est un peu excitant, tu vois. Tu te dis, tu vas enquêter sur une marque. En plus, c'est un projet télé. Alors, forcément, j'avais plein de craintes aussi de me dire, est-ce que c'est pas un énorme tournant dans ma carrière qui va être hyper mauvais pour mon business aussi. C'est un énorme parti pris. Donc, ça fait peur aussi de s'engager. Parce que moi, même si j'ai toujours parlé un peu de mes combats, des valeurs qui me tenaient à cœur, j'avais jamais autant publiquement dans un long format et un truc en plus visuel qui passait à la télé, etc. Vraiment clamer entre guillemets un combat. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, quand t'as des opportunités comme ça, je pense qu'il faut pas les laisser filer. Il faut y aller. Quand t'as peur, je me dis toujours, si j'ai peur, j'y vais encore plus. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée et qu'on a enquêté pendant 1 an sur Shein pour un documentaire qui s'appelle Shein Enquête sur le géant de la fast fashion pour France Télévisions. Et l'enquête a été loin, puisque t'as fait le tour du monde, on peut le dire, pour cette enquête. T'as été en Chine, si je me rappelle bien. Alors, on n'a pas pu aller en Chine, nous, physiquement, mais on a eu un envoyé pour nous qui était présent sur place pour enquêter sur les conditions de travail des salariés là-bas, qui travaillent dans des petites usines, en fait, sous-traitantes de Chine, qui sont loin des usines qui sont montrées pour les discours marketing de Chine. Donc, on n'a pas pu aller en Chine, mais en revanche, je suis allée au Ghana. Au Ghana, exactement, pour l'enquête. Qui est l'endroit en fait, où les déchets textiles européens arrivent. J'ai vu, on te voit avec une montagne de déchets derrière toi à un moment donné. Il faut que les gens le regardent, il est encore dispo sur Internet, il suffit juste de taper. France TV / on peut le trouver. Classique. Donc voilà, gros projet effectivement dans le milieu de l'influence, que le milieu de l'influence m'a finalement apporté du coup, parce que si j'avais jamais fait cette vidéo, j'aurais jamais eu ce projet-là. Mais tout ça, c'est le résultat d'un long chemin. Et j'imagine qu'il y a dû y avoir des sacrifices aussi pour en arriver ici, puisque 2018 jusqu'à 2026, il y a quand même 8 ans qui se sont passés. Est-ce qu'il y a eu des moments justement où c'était plus compliqué pour toi ? Ça peut être financièrement, ça peut être moralement, et que tu as dû du coup faire des choix dans ta vie et pour continuer ce projet de création de contenu et de vivre en fait des réseaux. Ouais, alors évidemment, surtout quand c'est des métiers passion qu'on incarne pleinement, il y a des moments où on a les choses de la vie, tout simplement, rupture, machin, etc., qui peuvent en pâtir sur le contenu, parce que quand on incarne un contenu et que c'est nous le produit, entre guillemets, parce que c'est nous, produit, oui, on est des produits quand même, les influenceurs, il faut dire les choses.
on est des produits et on est aussi un système marketing. Et quand le système marketing il tient plus parce qu'on a trop de soucis personnels, etc., ça peut être compliqué. Et forcément, en 8 ans, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. J'ai eu des changements dans ma vie perso. Il y a eu la crise du Covid aussi qui était un moment compliqué parce que les premiers budgets, c'était les budgets de com qui étaient coupés. Donc il y avait moins de budget, etc. Moi, il y a eu aussi le virage quand même après la sortie du documentaire où mes contenus ont été shadow ban parce que ça existe vraiment, le shadow ban, c'est pas une légende. Insta dira toujours que non, mais... Ah oui, ça existe. Moi, ça a été sur TikTok parce que forcément, Chine, marque chinoise, TikTok, réseau chinois. Quand on dénonce un truc qui se passe en Chine, c'est pas des choses qui sont mises en avant sur la plateforme. Donc moi, j'ai eu une grosse baisse de statistiques par rapport à ça. Donc qui dit baisse de statistiques, baisse de business et baisse de revenus, c'est assez logique. Donc ouais, franchement, il y a toujours des moments qui sont plus faciles ou d'autres. En plus, moi, l'année dernière, j'ai eu un peu la totale, j'ai eu plein de trucs aussi dans ma vie perso, donc c'était une année un peu compliquée. Mais voilà, ça fait partie de la vie et je pense qu'il faut savoir rebondir et il faut savoir aussi se renouveler. Et ça, c'est un truc qui est hyper important quand on veut perdurer, quand on est créateur de contenu. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir parfois totalement changer ses contenus si... par exemple, la façon dont on monte les vidéos, ça peut être devenir has-been, ça peut être un truc qui marchait il y a 5 ans. Moi, c'est un truc que je me suis rendu compte. Il y avait des trucs, je faisais des trucs de boomeuse en fait. Bien sûr. Mais qui étaient adaptés à une époque de boomer. En 2020, ça marchait, tel type de typo, maintenant ça marchait plus. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de discuter aussi autour de nous, de parfois demander un peu, tiens, c'est quoi ton avis sur ma vidéo, mon style de montage, etc. Et comme ça, parfois, on peut te faire des remarques. Bon, parfois, ça peut te heurter une demi-seconde ton ego, mais c'est important. Ça fait du bien. C'est important. Il faut se remettre en question, complètement. Ouais. Et sur le sujet que tu as abordé juste avant par rapport aux répercussions de cette enquête que tu as fait, il y a un élément aussi, je pense, sur lequel on ne met pas forcément le doigt, mais vous, les créateurs de contenu qui avez une voix qui porte et qui dénoncez des choses, vous pouvez faire peur aussi à des marques. Parce qu'au-delà des stats et du fait que c'est moins bankable pour une marque, moi, demain, je suis un annonceur qui a une image OK, mais je sais avoir des casseroles, je sais que si je collabore avec toi, peut-être que dans 6 mois, tu pourras te retourner contre moi. Totalement. Et dire haut et fort ce que je fais de mal. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal d'annonceurs qui sont peut-être clean visuellement, mais qui savent avoir des petits problèmes à droite à gauche, qui vont pas bosser avec des personnes comme toi, par peur du retournement de veste. Ça, t'en penses quoi ? Je pense que c'est totalement vrai, parce que moi, si je travaillais dans un service marketing, je devais choisir des influenceurs. Est-ce que j'aurais le courage de choisir des créateurs de contenu engagés 100% ? Je suis pas sûre, parce que si ton objectif, c'est de toi rapporter de l'argent à une marque dans une entreprise et que t'es pas au conseil RSE, par exemple, en fait, oui, tu vas peut-être jouer ta carte safe et tu vas prendre des créateurs de contenu qui marchent bien, qui performent en stats et qui font moins peur parce qu'ils n'ont pas des contenus engagés. En revanche, je pense qu'en 2026, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, tous les scandales, moi, je suis super énervée en ce moment, donc je peux en parler. Sur plein de sujets, il y a une nécessité, en fait, globale de s'éveiller, de devenir woke, s'il vous plaît, le mot ne plaît pas aux gens. Il faut, au sens propre du terme, c'est nécessaire que les marques travaillent avec des profils qui soient plus engagés, certes, mais pas pour l'image, mais qu'elles-mêmes, en fait, elles évoluent. Il faut que tout évolue dans la société, tout doit évoluer. Moi, j'en suis persuadée. C'est un très bon conseil qu'on peut donner aux marques. Et une autre question par rapport au conseil, quel conseil tu donnerais à un créateur débutant qui veut vivre des réseaux sociaux ? Quel serait ton meilleur conseil ? Alors, mon meilleur conseil, capitaliser sur la qualité, donner du contenu de qualité, c'est important. On crée pour des gens qui vont consommer, donc c'est le premier truc qu'on doit avoir en tête quand on crée un contenu, c'est pourquoi on fait ce contenu-là et qu'est-ce que la personne va en tirer. Parce que je pense qu'un truc dans lequel tombent beaucoup de créateurs de contenu quand ils commencent à avoir des abonnés, c'est de faire des contenus super auto-centrés. Vraiment axés sur eux-mêmes, mes réussites, mon truc, mon quotidien, faire des vlogs où en fait c'est moi. Mais dans un monde où on a tellement de contenu, je pense que maintenant il faut vraiment délivrer de la valeur pour les gens qui regardent. Donc peut-être que tu vas raconter ta vie, mais par ton prisme, ça va inspirer à faire telle ou telle chose. C'est ce que j'allais te dire, parce que le storytelling est quand même important. Apporter de la valeur, en soi, si tu veux 5 conseils pour quelque chose, tu vas sur ChatGPT, tu les as en 5 secondes. Et ce qui est important quand tu crées du contenu et que tu délivres de la valeur, c'est réussir à le faire valoir par rapport à tes expériences que tu as vécues. Typiquement, ton burn-out, tout le monde s'en fout, mais si grâce à ton burn-out, tu as appris ça, et que tu peux délivrer cette valeur, là, les gens vont vraiment entendre le message. Et je pense que tu as raison sur le fait qu'il faut apporter de la valeur, mais il faut rester hyper authentique et faire des parallèles avec notre vie, parce que sinon, dans ce cas-là, on va sur Wikipédia, tu vois. Oui, c'est ça. Et surtout, je pense que dans une ère hyper IA et compagnie, on a envie encore plus d'avoir de l'humain, parce qu'il y a vraiment ce truc anti-IA qui, je trouve, pointe le bout de son nez.
Et je pense qu'incarner les contenus en délivrant de la valeur, mais pas de façon robotique et en montrant avec son retour d'expérience, c'est vraiment le secret. Et évidemment, le réseau, pour moi, c'est important quand tu es créateur de contenu et que tu veux en vivre et que tu veux perdurer, c'est important de développer son réseau. C'est important le relationnel. Si on n'aime pas le relationnel, c'est compliqué. Franchement, il faut savoir parler, se faire connaître par les marques, par les agences, prendre le temps. Ça ne veut pas dire travailler avec des gens qu'on n'aime pas. On peut très bien cibler et travailler avec des personnes avec qui on a des bons contacts. Le relationnel, c'est pas forcément être focus du tout. Mais je pense que c'est important de cultiver ça et et voilà, de montrer qu'on est là. Parce qu'on est tellement nombreux maintenant qu'il faut faire la différence. C'est vrai qu'il y a du monde. Et ce côté relationnel, tu vois, il est effectivement très important. Une personne qui est très timide, très renfermée, qui aurait du mal à creuser ce réseau-là, est-ce que tu lui conseillerais par exemple de se faire représenter par un agent ou une agence qui du coup serait là pour servir ses intérêts? Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet? Oui, mais je dirais pas tout de suite. Moi, je dirais que je pense qu'il faut apprendre un peu par soi-même au début. Ouais. Je pense que c'est important. Moi, tu vois, peut-être ça se voit pas, mais je suis introvertie de base. C'est-à-dire que je me recharge quand je suis toute seule. J'ai besoin de mes moments de solitude. Et pour moi, je pense que c'est important de se challenger et au début d'y aller et de se forcer un petit peu à faire son média kit soi-même, démarcher les gens. Et je pense que peut-être qu'une fois que tu as eu cette période d'apprentissage où tu connais un peu comment marche le marketing d'influence, là, pourquoi pas, si tu n'as plus de temps ou que tu as envie d'aller une étape un peu au-dessus, pourquoi pas d'être tenté avec une agence, parce qu'il y a des super agences. Complètement, c'est exactement ce que je dis aux élèves que j'accompagne. Même discours que toi, c'est d'abord apprends à tout gérer tout seul, à comprendre l'écosystème, savoir ce que c'est un kit média, savoir lire tes stats, avoir tes premières collabs, connaître ton prix et après prendre un agent, parce que du coup l'agent n'aura jamais la main mise sur toi. Tu ne seras pas dépendant de lui et de son réseau. Tu sauras si la personne elle travaille bien ou pas bien parce que tu l'auras aussi toi fait pour toi-même. Donc effectivement cette période-là elle est hyper importante, mais bon. Tout le monde n'a pas toutes les compétences parce qu'en vrai, créateur de contenu, même si on dit oui, influenceur, c'est facile, machin, c'est quand même plein de métiers à la fois. C'est être commercial, c'est être comptable, c'est être stratégiste, c'est être communicant, c'est être beau, belle dans la façon qu'on a de s'exprimer. Donc ouais, c'est quand même assez large et c'est pas malheureusement accessible à tout le monde. Oui, c'est sûr. Et puis, bon, de toute façon, c'est un milieu de privilège aussi parce que quand on dit que tout le monde peut devenir créateur de contenu, c'est oui, non, parce qu'on a quand même des facilités. Tu vois, à l'aide, quand on a déjà un iPhone, avec, par exemple, je dis un iPhone, mais ça peut être n'importe quel téléphone d'une qualité supérieure, on va déjà avoir une plus belle image. Donc, bien sûr, il y a aussi un milieu de privilège. Je pense que c'est important de ne pas l'oublier parce qu'on ne démarre pas tous avec les mêmes chances dans le marketing d'influence. Tu parles du téléphone, justement, et pour rebondir sur le conseil que tu as donné tout à l'heure, à savoir faire du contenu de qualité, qu'est-ce que tu conseillerais du coup comme les 2 premiers éléments importants dans lesquels investir pour avoir un contenu de qualité? Je sais plus qui c'est Nekfeu qui dit qu'il faut juste une caméra pour faire des films. Ouais. Oui et non, parce qu'effectivement il faut une caméra, mais je pense qu'il faut quand même un minimum de matériel. Je dirais que avoir une qualité de téléphone quand même importante, ça veut pas dire avoir le dernier téléphone, mais je pense que c'est quand même important maintenant d'avoir une qualité d'image suffisante, un trépied, et c'est tout, franchement, c'est tout. Et après, moi je dirais le son. Je pense qu'un micro, en soi maintenant tu as des micros à 40-50 euros. Oui, ça peut faire la différence. Et ça peut faire vraiment la différence. Mais tu vois, si tu commences vraiment, tu peux commencer avec le son de ton téléphone, tu vois, si t'as un téléphone. Oui, non, complètement. Pour débuter. Et pour avoir un contenu vraiment quali, je pense qu'un micro pas trop cher, une bonne qualité de vidéo et potentiellement une bonne lumière. Oui, c'est ça, une petite light que tu clips sur ton téléphone déjà pour commencer. Ça peut largement suffire, mais ça change. Enfin, en tout cas, moi, je vois vraiment la différence quand tu investis là-dedans, c'est le jour et la nuit. L'image, c'est le plus important. Et puis, bien sûr, après, la valeur, ce qu'on dit, s'éduquer, lire des livres sur les sujets dont on parle, apprendre plein de trucs tout le temps. Voilà. Trop cool. Demain, si j'avais une baguette magique, alors une méchante baguette, et que je te supprimais tous tes réseaux, demain, tu te réveilles et t'as plus rien. Qu'est-ce qui te reste? Mon cerveau. C'est bien. Non, franchement, je sais pas. Je pense que qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'essaierais quand même de contacter en mode Insta, en mode est-ce que vous pouvez récupérer mes comptes et tout. Puis sinon, je crois que je monterais une agence de mannequinat où je ferais un business où je reprendrais des réseaux. Je pense que je me recréerais quand même des réseaux et je ferais, je referais du contenu. Je pense que j'arrêterais pas totalement de faire du contenu. C'est intéressant. Ça veut dire du coup que selon toi, il y a quand même une méthode et une stratégie à appliquer pour faire monter ces réseaux? Oui, moi je pense que je repartirais à zéro. Je serais un peu dégoûtée, mais je repartirais à zéro et je referais peut-être un peu les choses un tout petit peu différemment, de façon plus stratégique, avec une vision claire et puis let's go quand on repartirait.
Et du coup, pour côté business, je pense que je me mettrais dans l'entrepreneuriat pour d'autres projets en plus. Trop cool. Mais je n'abandonnerai pas les réseaux, je pense. Génial. On va passer à 2 petites rubriques que j'ai préparées. Ok. La première rubrique s'appelle la question d'un proche. Donc avant de se voir, j'ai contacté différentes personnes de ton entourage trop drôle. pour essayer de récupérer une J'adore. question que quelqu'un de ton entourage a à se poser. Donc évidemment, tu ne sais pas encore qui et tu ne connais pas la question. Du coup, la question vient de Anas, qui je crois est un ami très proche de toi. Amis, ouais. Et Anas, c'est une question pour toi. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui, après tous les projets ambitieux dans lesquels tu t'es lancée ? Trop chou. Merci Inès. Est-ce que je suis fière de moi Alors moi, je suis très... c'est un peu... Oh, il me fait une question piège. En vrai, c'est un peu mon défaut, c'est que j'ai trop du mal à être fière de moi. C'est qu'en fait, j'ai toujours besoin, mais ça, c'est un truc que c'est moi versus moi, c'est un truc que j'ai à régler avec moi-même. Mais j'ai toujours besoin de faire plus. Je suis un peu dans la hustle culture et c'est un truc que j'aime pas trop. Donc j'essaie un peu de fixer ça parce que je trouve que c'est pas hyper sain de toujours vouloir faire plus pour qui, pourquoi, en fait, je sais pas. Mais je pense que, bon, de toute façon, tout est toujours lié à l'enfance et tout, mais je pense que c'est un peu des trucs, tu sais, que j'essaie de prouver à je sais pas qui pour je sais pas quoi encore, j'ai pas encore la réponse. Mais effectivement, oui, je pense sur les papiers, je peux être fière de moi, mais j'ai pas encore ce sentiment de fierté 100%. Et je pense que ça, c'est juste moi versus moi, parce qu'en soi, j'ai fait plein de trucs cool et j'en ai conscience, tu vois. À ton âge, t'es hyper accompli. Mais c'est vrai que... Ouais, mais c'est dur, je trouve, d'être fière le de chemin, ça. et en même temps, c'est en ayant ce leitmotiv-là que tu vas loin. Ouais. Si t'es pas motivé, si t'es toujours satisfait de ce que t'as, malheureusement, ça t'empêche de grinder. C'est vrai. Mais en même temps, tu vois, je me dis, si demain je meurs et que je suis sur mon lit de mort et tout, je me dis, je me dis, en vrai, franchement, ma vie était cool et j'ai fait plein de trucs, c'était cool. Donc, ouais, je pense que je peux quand même dire que je suis fière de moi. Trop cool. On lui passera le message. Ouais. Deuxième rubrique, c'est un petit jeu très rapide. Elle s'appelle Oui ou Non. Donc, c'est pas compliqué. Des questions simples et tu ne peux répondre que par oui ou par non. Je te laisse un seul joker. Si t'as pas envie de répondre, tu dis joker, c'est une fois. Ok, mais ça, c'est quelqu'un qui a posé les questions? Non, ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Des questions simples et tu réponds par oui ou par non. Est-ce qu'on peut réussir sur les réseaux sans talent? Oui. Est-ce qu'il faut poster tous les jours pour percer? Non. Ok. Est-ce que tu t'es déjà dit j'arrête tout? Non. L'influence, c'est encore une opportunité en 2026? Oui. Est-ce que tu conseillerais le métier de créatrice de contenu à ton ou ta meilleure amie? Non, parce que c'est pas ce qu'elle aime. Est-ce que être beau aide sur les réseaux? 1000 fois. On en a parlé avant. Pretty Full à fond. C'est Super. Tout le monde. Clairement, je suis 1 milliard de % d'accord avec toi. 1000 fois. Les gens qui disent que c'est faux, c'est faux. Dernière question. Alors là, c'est pas oui ou non, tu dois juste choisir entre une réponse ou l'autre. Si tu devais choisir pour toute ta vie entre un CDI dans un bureau à 6 000 € par mois ou créatrice de contenu indépendante, mais à 2 000 € par mois. Indépendante, 1000 fois. Indépendante, 2 000 € par mois. Même 2 000 €, bon, c'est pas des masses, mais pire, 2 000 € pour la liberté. Pourquoi? Attends, 2 000 €, c'est avant les taxes ou c'est après les taxes? Allez, après les taxes. 2 000 € net dans la poche. Ouais, vas-y, let's go, franchement, ouais. Pourquoi la liberté? Du coup, t'as moins de liberté parce que t'as financière et compagnie, et voilà, mais je suis pas faite pour le 9 to 5. Enfin, je le sais parce que j'ai fait quand même pas mal de stages et c'est vraiment un truc qui me rendait vraiment pas heureuse. Donc, tu vois, à choisir, je préfère lutter un peu plus financièrement, mais avoir de la liberté au quotidien. Clairement, liberté géographique aussi. Ouais, pouvoir aller travailler d'où tu veux. Parce qu'après, bon, si tu me dis 2 000 € par mois, si tu vis en France et tu vis en Thaïlande, par exemple, c'est pas pareil, t'as pas le même niveau de vie, tu vois. Donc après, je pense que j'adapterais peut-être mon niveau de vie en bougeant. Ok. Une toute dernière question avant qu'on se laisse. Comment tu définirais ton rapport avec le milieu de l'influence? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le milieu de l'influence, les influenceurs, ils sont hypocrites, nanani, c'est que du mensonge, bref. Comment toi tu te positionnes là-dedans déjà? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et est-ce que tu es plutôt détaché de tout ça? Est-ce que tu es impliqué dans le milieu? Voilà. C'est quoi ton rapport avec tout ça? Avant, je t'aurais dit peut-être love and hate. J'avais un peu ce truc de... parfois, j'aimais pas le milieu et j'avais du mal, machin. Et en fait, je me suis dit, au lieu d'être vraiment dans ce rapport-là, parce que j'en fais partie, donc j'ai pas envie de détester le milieu dans lequel je fais partie, surtout qu'il y a énormément de choses qui sont hyper positives. T'as des gens qui sont super, des créateurs de contenu qui sont géniaux. Donc en fait, maintenant, j'essaie vraiment de plutôt... recalibrer comment moi j'ai envie d'être dans le milieu de l'influence et essayer de voir si moi je peux apporter des petits changements justement sur par exemple l'image des influenceurs,
Par exemple, cette année, avec la sortie du documentaire, j'ai fait énormément de médias traditionnels, des interviews télé, etc. Et mon but, c'était aussi de casser des images et des stéréotypes qui collent à la peau des influenceurs, comme on a pu voir avec les scandales et les clichés très Dubaï et compagnie. Complètement. Et du coup, voilà, moi, j'essaye de montrer qu'on peut avoir une influence un peu plus réfléchie et qu'on peut faire d'autres projets, qu'on peut être multicasquette, qu'on peut être influenceur et faire d'autres activités aussi à côté et être crédible dans tout. Et voilà, j'essaie un peu de donner de la crédibilité à mon échelle dans le milieu de l'influence. C'est trop bien. En vrai, c'est un sujet qui est important et il faut qu'on en parle. Ce côté influence très négative qui a été véhiculé par les médias à une époque, on en a parlé juste avant, où il y a eu des premiers reportages qui sont sortis, etc., qui, je pense, à l'époque, étaient quand même utiles. Parce que avant la loi qui encadrait l'influence, avant tout ça, il y avait beaucoup de dérives et beaucoup de problématiques liées à l'influence. Le problème, c'est qu'on a mis le doigt que sur ça. Et que je trouve maintenant, tu vois, dans l'inconscient collectif, quand tu parles d'influence, quand tu dis je suis créatrice de contenu, ou quand tu dis comme moi je suis agent d'influenceur à des personnes qui ne sont pas du milieu, il y a une espèce de vision ultra négative du milieu, alors qu'en vrai, les influenceurs problématiques, c'est une micro-minorité par rapport à la masse. Il y a tellement de gens qui apportent de la valeur, qui dénoncent des choses, qui parlent de sujets, qui informent. Tu as des médias, même comme Hugo Décrypte, c'est full réseau. Pourtant, ils sont plus regardés que des chaînes nationales. Et je trouve ça hyper dommage, tu vois, parce qu'on a mis le doigt sur ce qui était mauvais, et certes, c'était une bonne chose, mais on n'a montré que ça. Même là, tu vois, il y a la commission à l'Assemblée, où à la base, le but, c'était juste d'interroger des créateurs de contenu pour prendre leur retour sur comment ça se passe. On fait venir Alexis Chen, Adé Laurent, on prend Nasdaq, on prend les gens les plus problématiques. Mais complètement. On prend les gens les plus problématiques, on les montre, et du coup, les gens se disent, c'est ça l'influence. Et c'est tellement triste, en vrai. Bah après, je pense que... Oui, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je pense aussi que pour que les choses évoluent, il faut montrer les extrêmes. Ça, c'est dans un peu tout, tu vois. Comme dans les médias mainstream, on montre que ça. Ouais, mais justement, c'est là où nous, en tant que créateurs de contenu qui essayons de faire les choses un peu différemment, on doit aussi s'imposer, entre guillemets, et accepter les invitations quand on les a dans des médias qui sont traditionnels ou des choses comme ça, pour faire entendre notre voix et pour montrer qu'il y a un autre type d'influence qui existe. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important pour les créateurs de contenu qui peuvent écouter, par exemple, ce podcast, quand vous avez des demandes de journalistes, etc., n'hésitez pas à y aller parce que c'est important. Et surtout, on pense qu'on ne contrôle pas notre image, mais c'est faux. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est si on ne veut pas répondre à une question, le silence, c'est une très bonne réponse. Complètement. Donc, on n'est pas obligé de toujours répondre. Et je pense que c'est important de se montrer aussi, être visible encore une fois pour montrer qu'il y a d'autres types d'influence. Complètement. Et on peut faire marche arrière aussi. Totalement. Tu vois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au premier reportage. Je raconte ma life, mais à l'époque, j'avais été contacté par une journaliste de France 2. J'avais déjà fait 2-3 apparitions de télé où ça s'était très bien passé. On montrait un peu l'influence, le début et tout, c'était super. Et elle me propose de me suivre pendant 1 semaine dans mon quotidien d'agent pour montrer l'influence. Je me dis génial. Elle me dit c'est pour France 2, mais je savais pas pourquoi c'était. Elle me suit, machin, on prend les contacts et tout, on prépare le truc. Et premier jour de tournage, on va récupérer une influenceuse avec qui je travaillais à l'époque, et ça me parle de chirurgie esthétique, ça me parle de plein de sujets sur lesquels on s'était pas mis d'accord du tout au début. Je sais pas, je me dis il y a un truc bizarre. On va à l'aéroport pour récupérer cette influenceuse avec qui je travaillais. Dans la voiture, il me posait plein de questions sur combien je gagnais, donc pareil, tu vois, je répondais pas parce qu'on peut ne pas le faire, mais je sentais qu'il y avait un truc trop bizarre. J'ai fait marche arrière, j'ai arrêté, et est sorti le complément d'enquête sur l'influence avec Magali Berda, qui avait tout pété à l'époque, et à la base, ils voulaient le faire sur moi, tu vois. Et je l'ai senti venir, parce qu'en fait, quand c'est France Télévisions, quand c'est le service public, ils ont le droit de te mentir, parce que c'est le droit à l'information pour le grand public. Okay. Du coup, ils ont le droit de te dire qu'il faut un reportage sur autre chose pour avoir la vérité. Bref, je savais pas ça, okay. Et du coup, on m'a expliqué ça à ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être un truc bizarre, j'ai fait marche arrière, au final, j'ai contrôlé mon image. Donc, tu as raison sur le fait qu'il faut répondre à toutes les sollicitations. Tu peux revenir en arrière, tu peux ne pas répondre à une question qui te met mal à l'aise, mais c'est important de faire porter cette voix-là quand on peut. Et on peut aussi avoir un droit de réponse. Par exemple, si un jour on a un message qui est déformé ou autre, on a la possibilité, justement, parce qu'on a cette visibilité, de répondre et de commenter et de dire là c'est faux, là ça a été manipulé, là ça a été changé, le discours n'a pas été dit comme je l'avais dit, et de montrer. Donc voilà, c'est important aussi, je pense, de préciser quoi. Complètement. Sur cette partie média, est-ce qu'il y a des actus que tu as envie de partager tant qu'on est encore ensemble? Un projet sur lequel tu es en cours de travail ou quelque chose qui va sortir ou
Toujours plein de trucs. Attends, je sélectionne du coup. J'ai sorti 2 courts-métrages dans lesquels j'ai joué pour le Nikon Festival, qui s'appellent À jamais belle et Dégueulasse, qui sont disponibles sur le site du Nikon Film Festival. Donc si jamais vous voulez aller les voir, et pourquoi pas soutenir les films, ça serait super. Et je suis en train d'écrire avec Enes justement une web-série humoristique qui va parler de problématiques de société que rencontrent les jeunes. Et on est à la recherche de financement, de soutien, de distribution, de production, de tout. Donc voilà, si jamais s'il y a des gens qui nous écoutent, le petit message. Voilà. Et je suis toujours hyper partante pour tous les projets créatifs, donc qu'on n'hésite pas à me contacter. Super. Je te fais ma promo là. Trop bien, non, mais c'était le but du jeu. Ouais, merci en tout cas pour ton temps, c'était trop cool. Ouais, c'était hyper cool. Et puis on se reverra très certainement rapidement hors podcast. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à liker, commenter ou le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. C'était Clément pour Influence Libre. Ciao.